Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Je vous présente la saison 3 de Fleur de cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Aventurière, elle parcourt le monde en solitaire depuis plus de 25 ans pour rencontrer les peuples autochtones et partager leur philosophie de vie. Elle est aussi auteure. Elle écrit en 2016 Sur la piste indigène qui retrace son tour du monde et ses visites parmi des peuples autochtones qu'elle rencontre. En 2007, chez les Sands dans le Botswana, les Aymaras en Bolivie ou encore les Algonquins au Québec. En 2015, elle crée Terres indigènes afin de transmettre ce qu'elle a appris auprès de ces peuples à travers des formations en pleine nature dirigées aux entreprises, aux collectivités et autres organisations pour améliorer le relationnel au niveau managérial et développer un leadership au service du bien-être et de la performance. Je pense que cela déjà peut aiguiser la curiosité de certains et de certaines d'entre vous. Je vous présente sans plus attendre Karine Massoni. Bienvenue sur Fleur de cactus. Bonjour à tous. Karine, comme tu le sais, j'ai une question rituelle pour ouvrir un peu l'échange. Quelle est la chose en ce moment qui te représente le plus à l'heure actuelle et pourquoi ? Alors, je vais répéter ce qu'on m'a dit pas plus tard qu'hier, en fait, qu'une personne m'a dit hier, qui m'a dit « Tu pourrais être comme un bâton de vie ». Et je pense que cette personne, elle pensait au bâton de pluie, en fait. Tu sais, qui fait du bruit quand tu le retournes. Elle m'a dit c'est un bâton de vie, en fait, parce que ça fait de la musique, c'est léger, on peut s'accompagner aussi pour marcher dans la vie et ça fait du bien, en fait. Donc voilà, quelque chose comme ça, tu vois, qui donne la vie. C'est le bâton, tu parles de ces bâtons qu'on utilise en musique aussi et qui, quand on les retourne, fait un bruit hyper doux, hyper... Oui, c'est ça, ouais. Ça fait de la musique, c'est léger, ça ressemble à un bruit naturel et puis ouais, ça accompagne, ça donne la vie, ça accompagne à redonner de la vie. Et le bâton, en plus, c'est marrant parce que c'est un peu l'outil du pèlerin, de celui qui marche, de celui qui est sur les chemins. Et toi, j'ai cru comprendre que c'était un peu ton activité de prédilection que d'être sur les chemins et hors sentier battu aussi. Comment cette envie d'être sur la route t'a piqué ? Oh là là, je marche depuis très longtemps. J'ai grandi dans les grands espaces canadiens avec mes parents qui étaient déjà qui aimaient la nature aussi, tu vois, dans les forêts. Donc ça, c'est sans doute aussi quelque chose qui date depuis longtemps. Et puis le fait d'aller à la rencontre des peuples premiers qui marchent énormément, parce que la marche a aussi de multiples fonctions, hein. J'ai beaucoup marché avec eux. Je continue à marcher beaucoup avec eux, des centaines, des milliers de kilomètres. Et ça m'a donné envie de marcher sur des longues distances aussi, à titre personnel. Donc, j'ai fait plusieurs fois des chemins comme le Saint-Jacques-de-Compostelle, Stevenson, etc. Et j'utilise effectivement la marche dans mes activités professionnelles auprès des personnes que j'accompagne parce que la marche, c'est aussi la vie, c'est aussi l'évolution, c'est cheminer dans le corps, dans la pensée, c'est évoluer. Donc, ça correspond tout à fait à ce que accompagner. Et est-ce qu'on peut revenir sur ce voyage que tu as entrepris en 2007 ? Tu as écrit un livre une dizaine d'années plus tard. Là, il est en réédition, si j'ai bien compris. Tout à fait, il va bientôt sortir, fin novembre. D'accord, donc voilà, vous avez bien entendu, fin novembre, le livre de Karine est réédité à nouveau. Quel est l'élément déclencheur à l'origine de ce voyage ? Est-ce que il me semble bien que c'était une crise de sens en fait. Oui, tout à fait. C'est quand j'avais 20 ans, j'ai eu envie de fêter mon anniversaire au Canada. Donc, je suis partie au bord d'un lac camper et marcher.
Et j'ai fait une extraordinaire rencontre en allumant le feu devant ma tante, en fait, pour manger. J'ai fait une rencontre extraordinaire qui était celle d'un louveteau qui est venu Mmh. se cacher derrière les flammes. Et déjà, cette rencontre, elle a été très forte, puisque je me suis dit, et puis en plus, elle a duré plusieurs jours. Tous les jours, il revenait à cet endroit-là quand je réallumais le feu après ma journée de randonnée. Et je me suis dit, si ces peuples, si la nature vient à moi comme ça à travers cet animal, c'est vraiment que les peuples de la nature ont quelque chose à m'enseigner. Et ça tombait à un moment donné, effectivement, où j'en avais marre des gens qui se plaignaient déjà à l'époque. J'en avais marre du trop de bruit, trop de voitures, trop de consumérisme, trop d'individualisme. Et en fait, voilà, ça tout a correspondu en même temps, en fait. Et quand je suis rentrée chez moi, après ce moment dans la grande nature canadienne, j'ai dit à mes parents, je partirai explorer le monde à la rencontre des peuples qui vivent avec la nature, parce qu'ils ont des choses à m'enseigner, j'en suis certaine, quoi. Mmh. Et donc, ce voyage, tu l'as fait quand tu avais quel âge? C'était quand alors? Alors, je Après cet événement avec le louveteau? eh ben, j'ai commencé vraiment tout de suite à mes 20 ans après à partir, donc déjà à la rencontre des Amérindiens, du Canada. Et puis chaque fois que j'avais un moment, entre mes saisons, puisque je travaillais en saison à l'époque, je partais. Donc ça depuis 20 ans, ça a commencé, depuis mes 20 ans. Et puis après un voyage plus long, au long cours pendant 1 an, autour du monde, c'était en 2006-2007. J'ai eu envie de prendre le temps, de rencontrer, de m'immerger. Et là, voilà, c'était encore autre chose, mais c'était pour aller encore plus en profondeur de ce que je faisais déjà depuis mes 20 ans, en fait. Mmh. Ben, on va peut-être en parler, mais qu'est-ce qui te, pourquoi cette fascination pour les peuples autochtones? Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi à cette époque-là? Ils représentent la vie, la nature, le vivant, la capacité de vivre avec, et de s'autosatisfaire, en fait, de vivre en alliance avec le milieu naturel, dans ce qui est là, dans l'instant, sans aller chercher plus, dans l'essentiel. Et aussi cette capacité à vivre en harmonie, ou en tout cas le plus possible avec le groupe, en collectif, avec les animaux. Vraiment, c'était l'essentiel, en fait. Pour moi, il ressemblait et il représentait, la vie dans l'essentiel, et la liberté d'être, d'agir, heu, voilà, d'être bien en alliance avec l'autre et avec, ce qui nous entoure et avec soi-même, du coup. Mmh. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer quelle est la psychologie de ces peuples. Bah, moi aussi. Je je cherche pas trop à comprendre, je vis avec eux, en fait, tu vois? Et j'écoute ce qu'ils me disent, ce qu'ils me racontent. Je ils vivent, leur principe de vie est fondé sur les principes du vivant, hein. Tout ce qui est vivant, a une âme. Et leur vision du monde, c'est un monde où règne, l'ordre, l'harmonie, la beauté. La finalité de la vie, c'est l'équilibre et l'harmonie. Donc c'est très lié à tout ça, et tout le reste en découle. Mais tout est lié autour de cette vision du monde, d'un grand tout, où tout est interdépendant, tout est interrelié. Et tout découle du coup dans leur pratique de cette vision, de cette cosmogonie et de ce système de valeurs, quoi. Mmh. D'une vision très écologique du monde, en fait. C'est-à-dire que tout est interdépendant. Je crois que cette notion d'interdépendance, elle est très importante. Ouais, tout à fait. Et écologique, pas forcément que au sens, Ah, environnemental, mais vraiment au sens, ah oui, exactement. Moi, je parle pas de l'environnement. Là, je parle l'écologie quand plein d'éléments entre eux ont un rôle ouais, de rétroactif. En fait, ils ont une influence rétroactive l'un l'autre et ils s'aident entre eux et puis ils sont complémentaires et ils font partie d'un tout. exactement, c'est On vraiment oublie que c'est ça l'écologie, en fait. tout à fait, tout à fait. Ben voilà, c'est exactement ça. Hmm. Est-ce que tu peux nous parler des conditions de voyage de ce tour que tu as fait? Parce que je crois qu'elle est vraiment au cœur de de la manière dont tu as appréhendé ce voyage, de ce que tu as appris. T'es pas allé en mode touriste, aller sur les sites les plus touristiques du Pérou ou que sais-je. T'es allé vivre au sein de ces communautés-là.
en plus, à cette époque-là, le téléphone, on n'avait pas un smartphone forcément, donc tu n'étais pas en contact régulier, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu n'étais pas en contact régulier avec ta famille, c'est ça que je voulais dire. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette façon de voyager a été emblématique, a façonné ton contact avec ces peuples-là? Alors, j'ai toujours voyagé comme ça et encore aujourd'hui où je suis anthropologue, je continue à avoir plus ou moins une démarche similaire, même si elle a un peu évolué. Mais pour moi, plus tu as d'infos sur quelque chose et plus tu te forges une image, une vision, une représentation, une interprétation possible. Et moi, je voulais absolument être la plus, j'allais dire, neutre, la plus, les sens en éveil, la réceptivité en éveil au maximum. Donc en fait, je prends le strict minimum d'informations sur, le groupe, vers lequel je vais en fait et voilà, pour être en ouverture au maximum, ouverture culturelle, ouverture des sens et et donc, j'avais très peu préparé, mais je dirais rien, à part le fait que je savais que tel groupe se situait dans telle ethnie se situait dans tel pays et à peu près dans cette zone là où les terres ancestrales est à peu près ici dans le pays. Et à partir de là, j'avais tout mon temps et le temps est un énorme allié, je dirais l'allié avec un grand A même pour aller à la rencontre de ces peuples-là. Et du coup, c'est seulement sur place que je prends le temps, tu vois, dans une ville, quand j'arrive dans la capitale d'un pays, de rencontrer peut-être quelqu'un qui pourra m'aider à aller à la rencontre de ces peuples-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait quasi aucune connexion possible en amont. Donc, c'était les petits cafés, cybercafés internet, dans les tout petits villages quand il y en avait un. Donc, je savais juste les lieux, les pays et que je voulais m'immerger au maximum. Jusqu'où ils voudraient bien m'ouvrir leurs portes aussi, rien n'est calé en avance, hein, donc Mmh. Et donc tu dors avec eux, tu manges avec eux, voilà, l'idée c'est de vivre vraiment leur quotidien, partager leur quotidien. et des choses que tu as réussi? Oui, eh ouais, j'ai cette chance et pour moi, c'est vraiment des fois on me pose cette question, mais si on croit dans d'autres vies, je suis persuadée que j'ai fait partie de ces groupes-là auparavant parce que c'est une évidence pour moi. Quand j'arrive, c'est facile en fait, tu vois? C'est, comme si je captais, des regards, des choses, enfin en tout cas, je me sens à l'aise bien plus des fois que dans certaines situations en Occident, quoi. Et oui, c'est vrai, donc j'ai réussi, j'ai toujours été accueillie, j'ai toujours été intégrée, après il faut savoir arriver, d'une certaine façon. J'ai mis en place une démarche inconsciente, en fait, au départ, hein, aujourd'hui que j'ai rendue plus consciente, sur comment arriver et se faire intégrer et puis, également savoir partir parce que c'est pas eux qui vont te mettre à la porte, c'est pas comme ça dans leur système de valeurs, quoi. Mmh. Ah oui, parce que tu sentais que aussi à un moment donné, faut savoir partir. Tu étais pas forcément incluse dans la communauté À ce à ce point-là. à ce Si c'est vraiment des systèmes d'inclusion, ce sont des systèmes Mmh. communautaires inclusifs. Mhm. L'hospitalité, elle est sans limite à partir du moment, enfin, aux origines, hein, le nomadisme fait qu'on ne met pas un visiteur dehors, mais tout est question de posture, d'état d'esprit, d'ouverture, etc. Et moi, quand j'arrive là-bas, je suis Karine, je reste Karine avec ma culture, mais en tout cas, je Mmh. participe au maximum à ce que je peux participer, parce qu'il y a aussi des choses, c'est pas possible, c'est secret, c'est sacré chez eux, etc. Mmh. Donc ça, je le respecte évidemment. Et après, c'est plutôt moi qui décide de partir parce que ça arrive un moment où j'ai l'impression, voilà, d'avoir fait un petit peu le tour, où commence à être vraiment fatiguée. Donc quand c'est comme ça, c'est pas bon de rester non plus parce que tu as pas la meilleure des énergies dans ces cas-là. Hem, ou voilà, c'est un timing des fois parce que ça m'est imposé. Et quel a été ton passage chez ces peuples le plus percutant de tous? Bon, j'imagine qu'ils t'ont tous apporté quelque chose, mais est-ce que il y a eu un déclic?
Pas vraiment, je dirais, en fait. Ça se fait sur, du long cours. Je n'ai pas senti de déclic. Il y a des choses, il y a des peuples où je me sens liée, proche parce que je viens de là-bas, comme les 1 nations amérindiennes du Canada ou oui, là, ou les Algonquins, parce que je suis née sur un territoire algonquin, donc ça, c'est mes racines et je vais d'autant plus y être, liée, quoi. Heu, Par contre, j'ai pas tous ces peuples que je rencontre me passionnent, m'intéressent et je vais comme ce qui m'intéresse, c'est de regarder aussi le lien entre l'humain et le groupe humain et le milieu naturel dans lequel il vit. En fonction des milieux naturels dans lesquels ils vivent, il y a des choses communes, puis il y a des choses différentes évidemment, en termes de croyances, en termes de comportement, en termes de savoir-faire, de technique, donc tout ça m'intéresse et il y a évidemment des milieux naturels où je me sens mieux que d'autres. Donc Mmh. ça peut avoir une importance sur la durée, aussi, la durée où je vais que j'aurai, la durée pendant laquelle je vais rester Mmh. par contre dans Mmh. l'immersion. Je me sens plus à l'aise sur certains territoires comme les forêts, les lacs, là où il y a de l'eau, la mer, plutôt que les déserts arides, par exemple. Mmh. Mais pour autant, ça D'accord. n'empêchera pas d'aller rencontrer, les Touaregs ou les Berbères ou voilà. Mmh. Et est-ce que je crois que dans ton livre quand même on sent cette, sensibilité-là. Quand je l'ai lu en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, mais que tu voyais quand même un fil, commun, entre tous ces peuples. Ils ont une vision du cosmos qui est très, holistique en fait, très globale. Mmh. Tu parlais d'interdépendance et je pense que ça on le retrouve aussi, dans pas mal de cultures que tu as visitées. Ah oui, oui, bah, évidemment, c'est un vrai, fil commun. Ils se considèrent, tous comme les fils et les filles, de la terre-mère, du père-ciel, chacun avec ses mots. Le mot nature n'existe pas chez ces peuples-là, hein, c'est vraiment un concept créé par l'Occident pour observer de façon scientifique le milieu naturel, mais l'homme est ou l'humain est la nature chez tous ces peuples-là, EST, l'humain est la nature, EST. Et donc, fondamentalement, c'est plutôt, des sociétés traditionnelles animistes, fondamentalement, c'est-à-dire, chaque être vivant a une âme et tous les éléments ont la même valeur, qu'on soit humain, plantes, animaux ou astres. Par contre, bah, avec les religions et cetera, il y a des religions aujourd'hui qui sont venues se greffer dessus, donc il y a des mélanges, syncrétisme et tout ça qu'on retrouve, un peu partout. Pour autant, il y a quand même des principes, des systèmes de valeurs, l'interdépendance, la vision du monde, la relation à la nature, le respect aussi, de la nature, les systèmes communautaires avec vraiment la notion de groupe qui est très forte, hem, avec les valeurs de partage, d'entraide, d'autosuffisance parfois aussi, pas beaucoup d'ailleurs, d'autonomie, d'autosuffisance, capacité de résilience qui est forte aussi, quoi. Quand on peut pas Mmh. trop les déranger évidemment, Mmh. Et là, tu as parlé tu as prononcé le mot tribu et je pense que c'est peut-être ça le terme qui fait le pont entre, eh bien, ces philosophies autochtones que tu, étudies, que tu as étudiées et ce projet Terres indigènes qui, en fait, donc comme j'expliquais, mais tu vas mieux nous l'expliquer, mais qui propose des formations en pleine nature aux dirigeants et aux managers. Donc raconte-nous la genèse de Terres indigènes. Et quand je parlais de tribu aussi, je disais, là où je voulais en venir, c'est que la tribu, j'imagine, c'est l'entreprise en fait. C'est ça que tu essaies peut-être de forger dans l'esprit de ces personnes-là. Bref, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fomenté cette idée autour de ce projet-là? alors là, par contre, tu vois, il y a eu un déclic. Il y a eu une rencontre clé qui était, celle d'un ami qui était consultant coach international à l'époque et hem et moi, quand je suis revenue de ce grand voyage, j'étais salariée pendant longtemps, hein, de ce grand voyage autour du monde, j'ai continué mon travail de salarié en tant que responsable de formation, mais j'avais toujours l'environnement, le patrimoine, la démarche de développement durable au cœur même des formations que j'animais. Donc c'était des formations longues d'1 an et demi avec mes stagiaires
et je sentais bien qu'il y avait quelque chose où j'utilisais toujours, le milieu naturel, quels que soient les publics avec lesquels j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé avec des détenus, des délinquants, des personnes en réorientation, donc il y a toujours eu ce fil conducteur qui est le milieu naturel, comme, moyen de reconnexion à soi, à l'autre, à sa vie, à son chemin de vie, à son leadership justement. Et donc quand j'ai décidé de lancer mon entreprise, mes clients à l'époque, c'était que des associations et que le monde associatif. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas vivre, hein, de façon très concrète, financièrement avec ça, ou que ça, en tout cas, que des assos. Et mon ami m'a dit: «Mais écoute, Karine, il va falloir que tu changes de cible, puis que tu ailles, aussi là où il y a possibilité de gagner de l'argent un peu plus quoi, plus facilement. Donc pourquoi tu vas pas voir les entreprises?» Et moi, j'avais une appréhension avec le milieu de l'entreprise que je connaissais pas du tout à l'époque. Il m'a dit: «Mais écoute, tu vas très bien voir une tribu que tu ne connais pas, rencontrer les chefs de tribu que tu ne connais pas, te faire intégrer dans une tribu alors que tu ne connais rien de leur code, rien au préalable, et ben, va voir le chef d'une entreprise comme le chef d'une tribu». Et là, ça a été le déclic qui a fait, tout voir autrement, tout décaler en fait. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de ponts entre, la tribu, ethnique, ethnologique à la tribu entreprise et faire des ponts. Et en fait, il y en a énormément, que ce soit le système de valeurs, les mythes fondateurs, l'histoire, le collectif, l'alliance avec l'écosystème dans lequel, avance l'entreprise. Parce que s'il y a pas d'alliance, bah, il y aura pas de faire ensemble. Faire contre, ça marche pas. Le leadership naturel, la notion de leadership, les rituels, les, la notion de projet évidemment, sauf qu'eux, ils parlent pas de projet, ils vont construire des ponts, ils vont construire des des huttes, enfin ils vont mettre en place leur yourte, mais ça correspond, aussi à une notion de projet et collectif. Donc tu vois, il y a plein de ponts que je me suis rendu compte qu'il était complètement possible de faire, bah, justement entre ces peuples autochtones et les groupes d'entreprises, en fait. Et Et ouais, vas-y. c'est du coaching plus que de la formation. Il y a vraiment D'accord. un accompagnement à la transformation, à la transition, quoi. Et ces entreprises-là sont réceptives à cette manière que tu as de penser? Comment ils réagissent, quand tu leur parles, bah, de tribu, donc ça change en plus ça change totalement la donne parce que qui dit tribu dit aussi de protection envers ses salariés, chose qui devient, de plus en plus, difficile en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out d'ailleurs, parce qu'il y a un manque de protection des salariés de la part des dirigeants, un manque de compassion, un manque de bienveillance. Donc, est-ce que tu cibles des entreprises qui seraient sensibles à ce type de valeurs que tu promeus ou, alors je sais pas, je te prends un exemple des films, mais, tu es allé chez Total et tu t'es dit: «Bon allez, je vais tout révolutionner là-dedans». Comment tu comment te fais-tu en fait pour cibler tes clients? Eh bien, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais je cible pas. C'est-à-dire que si c'est l'entreprise qui vient vers moi, c'est qu'elle a quelque chose à c'est que je considère qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et quand bien même, je pourrais avoir des valeurs, qui, paraissent, complètement décalées, si l'entreprise vient à moi, c'est que, elle a envie d'évoluer et que mon rôle, c'est certainement de l'accompagner à ça, en fait. Mmh, d'accord. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été dans cette ouverture-là, ça s'est toujours, très, très bien passé, quand bien même c'est des groupes qui fonctionnent parfois en silo et cetera, mais il suffit qu'il y ait, un codir qui soit ouvert, des managers, plus que d'autres qui soient ouverts à du changement et ça peut commencer à tous les niveaux du groupe, quoi, hein. Et tu as choisi la nature comme lieu privilégié de coaching et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu organises en fait ces événements? Alors en fait, pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la base, du milieu de vie de ces peuples autochtones et que dans la nature, dans le milieu naturel, tu peux pas faire semblant. C'est pas possible.
Dans la nature, tu te reconnectes à ta vraie nature. Donc celui qui a un masque au travail, celui qui fait, comme si tout allait bien, celui ou celle évidemment, hein, mais tout va bien, et cetera. Il y a des masques qui sont, des jeux psychologiques qu'on va retrouver dans un environnement, connu, maîtrisé, et cetera. Mais dès que tu mets les gens en milieu naturel, tu peux absolument plus faire semblant. Et puis le milieu naturel t'impose une humilité, t'impose tout ça en fait. Et donc si tu vas tu fais contre ou si tu es dans la lutte avec le milieu naturel, ça ne marche pas, ça fonctionne c'est pas là où tu es dans la performance en fait, c'est pas là où tu te reconnectes à toutes tes ressources. Donc faire avec le milieu naturel, faire alliance, déjà c'est fondamental pour, avancer sur soi et sa reconnexion à ce qui nous entoure. Donc le milieu naturel, c'est vraiment le terreau de la vie chez ces peuples-là et donc je le ramène, ici chez nous, quoi. Et après, de façon très concrète, heu, une entreprise vient me chercher, me dit: «Bah, moi j'aimerais, avec mon groupe faire ça dans telle zone». Alors soit ils me proposent une zone parce qu'ils y sont déjà, et moi dans cette zone-là, je vais, essayer de trouver un milieu naturel qui correspond, à la problématique du groupe et puis qu'il soit pas trop loin de l'entreprise. Ou alors, j'ai carte blanche en me disant: «Voilà, on veut monter un séminaire, ça sera en Bretagne, est-ce que tu connais des lieux?» Et là, je m'appuie aussi sur ce que je connais. Et puis après, moi, je vais pas dans l'entreprise. C'est le groupe qui vient à moi et au milieu naturel. Donc on se retrouve directement dans le milieu naturel. Ça peut durer une journée comme, plusieurs jours évidemment. Auquel cas il y a de l'hébergement, mais ça peut aussi être, sous tente, ça peut être aussi à la belle étoile, voilà. Ça c'est je fais que du sur mesure, vraiment que du sur mesure. Je peux m'appuyer avec des partenaires, hein, selon la demande et puis après, de façon très concrète, on marche. La randonnée est aussi, la pratique, j'allais dire, de transformation du groupe. Donc on se met en marche heu, dans le changement, mais de façon concrète et je ponctue la marche d'ateliers, quoi. D'ateliers de coaching, qui prend différentes, formes, mais c'est des ateliers exploratoires en lien avec le terrain, des ateliers sensoriels, des ateliers, qui font écho à la notion de gestion de projet, des ateliers pour travailler sur sa vision, de l'entreprise, la mission de l'entreprise et j'utilise toujours les éléments naturels, en fait. D'accord. Et tu as déjà eu un cas de figure où une entreprise vient te voir parce qu'il y a un climat social ou un climat général qui est mauvais et que pour des problématiques, je sais pas moi, interrelationnelles. Ça m'est arrivé, alors je dirais que ça m'est plus arrivé quand je travaillais en Laponie, finlandaise, où là, vraiment c'était très marqué parce que c'était un comité d'entreprise qui était venu me voir et il y avait, c'était pas moi qui avais sourcé, moi j'étais réceptive là-haut. Je travaillais en Laponie donc en Finlande et du coup, il y avait un groupe, où il y avait vraiment le N+1 qui était là, j'allais dire, avec ses managers et il était mal vu. Ça se passait très mal, il y avait une dynamique relationnelle qui était très complexe et compliquée et qui se passait pas bien et pour autant, ils ont décidé quand même de partir une semaine en immersion en Laponie et du coup, on était basés dans un chalet, dans la forêt et cetera. Moi, je travaillais avec, aussi les locaux là-bas, hein, et le peuple Sam, heu et en fait, comme je savais ça et que je sentais ça, je me suis dit, ça c'était dès le premier soir de leur arrivée, je me suis dit, «C'est important de casser la glace». Parce que derrière, tout ça, il y a aussi de l'humain, il y a aussi des sensibilités et cetera et en fait, j'avais proposé au groupe de partir, le soir faire une petite marche en forêt, en raquette, sous la neige, la nuit, les aurores boréales et cetera et il se trouve que cette personne qui était tellement dans le contrôle, le N+1 là, ça aurait pu être le N, hein, pas forcément le N+1, mais en tout cas là, il était tellement dans la maîtrise, dans le contrôle, dans le paraître, dans tout ça, qu'avec le silence de la nature et le fait de pas bien me connaître, de pas connaître le milieu, d'être dans cet inconfort de l'inconnu, il avait complètement décompensé
il a vraiment, pété un câble, il est parti en crise, en fait, angoisse, tout ça et et du coup, bah, j'ai utilisé le milieu naturel et la force du groupe pour, travailler avec ça, j'allais dire. Déjà, bah, il a récupéré et puis il l'a accompagné à ça, mais et après, j'ai mis en place, une stratégie où chacun reprenait un rôle de pisteur, chacun, tu vois, pour que tout le monde soit au même niveau. Puis après, on est allé dans un quota, on a allumé le feu, on a échangé là-dessus et le retour le soir, bah, tout le monde a vu que ça pouvait arriver à tout le monde, en fait, de se sentir mal à l'aise aussi dans un milieu qu'on connaît pas, et ça a été énorme, mais dès le premier soir, ça il y avait plus, tout le monde était au même niveau et la sensibilité, elle avait été, la vulnérabilité était devenue une force du collectif, en fait. Mmh. Ça a été Ah, extraordinaire. intéressant. Une semaine Mmh. extraordinaire, ouais, vraiment. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner, le burn-out ou de prévenir sur ce phénomène-là? Pas en tant que tel avec un groupe, de complètement, voilà, constitué que de personnes qui avaient vécu des burn-out ou limite, tout ça, donc pas en tant que tel. Par contre, je connais bien, ça parce que déjà ça m'arrive d'être entourée encore aujourd'hui, sans doute aujourd'hui plus que hier d'ailleurs, de personnes qui sont limites, vraiment très limites et puis parce que moi je suis passée aussi par une étape, très difficile dans ma vie qui n'était pas un burn-out parce que je me suis arrêtée avant, mais que j'ai senti comme tel et du coup moi je me suis autoprotégée, en allant, dans la nature, tout de suite, en me mettant en sécurité, dans une clinique, psychiatrique pour me reposer, si j'avais pas eu ma famille qui risquait de s'inquiéter pour moi, plus que ça, je serais partie plusieurs semaines en forêt, toute seule, mais je me suis dit: «Là, je vais tous encore plus les inquiéter». Donc j'ai vécu, ce passage down là, plus et ça a été une extraordinaire expérience, en fait. Donc Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse ici, mais je suis contente que tu en aies parlé de toi-même, c'est quelles ressources à ce moment-là tu as mis en place? Parce que tu as quand même un bagage énorme. Et en plus, on se rend compte que même avec une force de caractère comme tu as, une impétuosité, puis à mener plein de projets, toi-même, tu es tombé dans le travers du travail qui est le surmenage, qui est... dans ce cas-là, c'est du surmenage, parce que j'imagine que tu étais en tant qu'entrepreneur. Donc, tu n'as pas la pression d'un manager, tu n'étais pas dans un environnement toxique, entre guillemets. Donc là, on est dans un cas de figure où c'est l'entrepreneur lui-même, en fait, qui se crée des problématiques. Comment toi, tu as traversé ce moment-là et quelles ressources tu as mis en place pour t'en sortir? alors comme tu dis, ouais, c'est sûr, je venais de lancer mon entreprise et en fait, c'est un mélange, c'est pas que du surmenage, c'est que, je vivais une histoire amoureuse, extrêmement compliquée, qui fonctionnait pas ou qui m'a ramenée à plein de blessures, en tout cas sans doute une grosse, Mmh. blessure, du passé et donc il y avait un mélange de tout ça, puis à un moment donné, j'ai senti monter le truc, je commençais à avoir des idées noires alors que je ne suis absolument pas quelqu'un, de comme ça et ma sœur qui travaille dans le milieu, médical m'a dit: Attention, ça serait peut-être bien d'aller voir, un psychologue, de façon urgente». Puis moi, au départ, je voulais pas et puis finalement, à un moment donné, je commençais à avoir des angoisses, puis pouvoir, dormir, il me fallait absolument la lumière, pour dormir, du bruit pour dormir, enfin l'angoisse du silence et tout Mmh. ça. Mmh. Puis de moi-même, j'ai décidé, prendre ma voiture à une nuit et puis d'aller voir, le psychologue de l'hôpital, du coin en disant: «Là, j'ai besoin d'être aidée». Donc ça a commencé comme ça, en fait et puis, finalement, j'ai demandé à faire un séjour parce que j'ai hésité, comme je te disais, entre soit la forêt, où je me sentais complètement capable d'aller, mais je risquais d'inquiéter encore plus mes proches ou soit un endroit où c'était beaucoup plus cool, on me prenait en charge, voilà
Et donc finalement, j'ai été envoyée dans la clinique psychiatrique qui était pas très loin de chez moi, qui est en fait une maison de repos, hein. Les gens ont peur de ce mot-là souvent en disant qu'ils vont voir des fous, mais il y a que, essentiellement des gens qui ont vécu des chocs émotionnels ou des, burn-out, des choses comme ça qui viennent là pour se reposer ou avec des conduites addictives, ça c'est autre chose, mais et donc, je suis rentrée, pour mon anniversaire. J'ai voulu rentrer le jour de mon anniversaire, me faire ce cadeau. Ils avaient jamais vu ça. Ils m'ont dit: «Ça, c'est rare que quelqu'un arrive avec le sourire en disant: "Je vais fêter mon anniversaire en clinique psychiatrique"». Donc effectivement, je suis arrivée avec mon petit gâteau, d'anniversaire en disant: Je voudrais prendre du repos». Et en fait, c'était ça qui me manquait le plus, c'était la capacité de dormir. Donc en fait, j'ai été soutenue, avec des médicaments au départ pour me reposer. J'ai pleuré un bon paquet de jours et en même temps, j'ai fait une rencontre vraiment extraordinaire avec le psychiatre, qui dès le premier jour a bien compris que j'avais tout compris de ce qui m'arrivait. J'avais mis ma propre limite pour ne pas aller trop loin et puis qu'il avait effectivement compris aussi que j'avais un peu l'habitude de travailler avec de l'humain parce que voilà, j'étais assez lucide et heu et du coup, lui, il m'a dit, ça aussi, ça m'avait marqué, il m'a dit: «Tu verras Karine, vous verrez Karine, pardon, le moi j'adore mon métier parce qu'il est extrêmement poétique et tout ce qui se passe ici, c'est extrêmement poétique. Je vis dans une humanité où les gens n'ont pas de masque, tout est authentique dans une sensibilité très forte et pour moi, la psychiatrie, c'est de la poésie». Alors là, ça m'avait marquée et du coup, à chaque fois qu'il venait me donner les médicaments, au départ, on a beaucoup discuté sur la neurologie, sur tout ça, en fait, donc ça m'a déjà et puis dès que j'ai pu réussir à dormir, donc ça m'a mis, quelques jours, je me sentais mieux, hem je me suis soignée avec la nature vraiment parce que la clinique est dans un parc, très chouette en fait, arboré, tout ça et je me suis mise dans des rituels. Donc tous les matins, que je comment dire? Je m'auto-suggérais quoi, personne ne me disait de le faire. Mais tous les matins à telle heure, j'allais courir. Je faisais X tours du parc, après il y avait le repas, après je lisais, donc ça c'était volontaire de lire aussi. Souvent après j'ai pu avoir des visites au bout de 15 jours et puis, quand c'était plus le temps des visites, et enfin dans l'après-midi, je ressortais et je faisais, de la gym, près d'un arbre, j'écrivais, près d'un arbre, je dessinais, je choisissais mes arbres en fonction de comment je me sentais. Ça m'a permis de développer des choses aussi, voilà, d'exprimer à travers le lien à la nature, des choses et puis, je suis restée 5 semaines, mais au bout la troisième semaine, ça allait déjà beaucoup mieux. Puis comme il y avait d'autres, personnes, qui étaient comme moi, malades à cette époque qui me voyaient toujours dehors et me demandaient ce que je faisais et puis à table, on se retrouvait ensemble, on discutait et puis ils me disaient: «Mais Karine, moi, j'aimerais bien venir faire de la gym avec toi ou j'aimerais bien faire, écrire à côté d'un arbre, en m'inspirant de la nature comme toi ou puis finalement, j'ai organisé avec ceux qui voulaient, mais de façon complètement, spontanée et comme j'avais travaillé dans différents organismes en tant que monitrice, de sport et cetera, j'ai organisé des séances de gym et l'après-midi, je proposais de l'art-thérapie en gros, voilà. Ah. Et puis un jour, j'ai oublié de venir prendre mes médicaments et le psy à l'heure, qui était l'heure des médicaments et le psychiatre, il avait vu à travers la fenêtre ce que je faisais, puis il m'a demandé le soir, il me dit: «Mais qu'est-ce que vous faites, là? Je voyais du monde autour de vous, autour de l'arbre, vous faisiez quoi?» Alors j'explique. Il dit: «Bon, je m'inquiète pas pour vous madame Massoni, je pense que vous allez pouvoir sortir bientôt». Et quand je suis sortie, donc effectivement, je suis sortie pas longtemps après et quand je suis sortie, la première des choses que je suis allée faire, c'est déposer mon CV pour savoir s'ils avaient besoin de personnes pour les aider parce qu'il y a tellement des fois des manques d'accompagnement à ce niveau-là que et ils m'ont dit: «C'est peut-être un petit peu tôt, mais revenez, plus tard si vous voulez». Mais voilà, pour moi, il manque aussi de ces accompagnements-là dans les cliniques, dans les EHPAD, il manque enfin je trouve, hein, qu'il manque vraiment d'accompagnement pour accompagner justement les gens à aller, explorer leurs forces, quoi.
leur Comment tu qualifierais ce type d'accompagnement? Parce on n'est plus dans un accompagnement psychologique avec un thérapeute comme on l'entend, avec un psychologue qui est assis devant soi, qui est un exercice tout aussi important dans la guérison. Toi, c'est parce que là, ce que tu faisais dans cette clinique, au final, autour de l'arbre, c'est ce que tu proposes dans tes formations aujourd'hui. Alors, je fais pas les bains de forêt au sens. Non, non, non. Ouais, ouais. Par contre, effectivement, j'utilise le milieu naturel comme lieu pour se reconnecter à ses forces, à ses talents. Et j'apporte aussi des connaissances sur le milieu naturel où moi, je choisis les terrains selon les énergies un peu de ce qui se dégage du terrain, des essences d'arbres qui sont là, etc. Ça, j'utilise ça. Et quand je sens que le groupe est réceptif, quel que soit le groupe, hein, que ce soit des dirigeants, des managers, j'apporte quelque chose là-dessus aussi, c'est volontaire. Mais c'est pas, ça reste pour autant très pragmatique, même s'il y a une démarche spirituelle évidemment, ça reste aussi très pragmatique. Donc, je ne vais pas les amener à faire des câlins d'arbres pendant la journée, sans aucun jugement là-dessus, hein, parce que pour moi, c'est aussi ça, découvrir sa sensorialité, à éveiller ses sens, à ouvrir. Mais voilà, moi, je le fais un peu, mais c'est dans un grand tout, quoi, j'allais dire. Ouais, ouais, ouais. Et Mais mm, Et ce que je propose à la clinique, là, ce que je faisais en fait, mais c'est aussi ce que je fais tous les jours, c'est d'aller explorer sa force, ses talents, de s'appuyer là-dessus pour sentir ce qui nous fait vibrer, se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on aime, à la dose plaisir, bien-être et ce qui est nos forces. Je ne parle absolument jamais de compétences. Je parle de force, de talent, comment la nature peut justement nous révéler notre potentiel? parce qu'elle permet, si tant est que soit on est déjà ouvert à ça, soit on est accompagné à le faire, mais à stimuler nos sens, déjà à restimuler nos sens, à nous reconnecter à notre sensorialité, à notre intuition, à dépasser des limites, quoi, des croyances limitantes, des freins, des peurs et à oser faire des choses qu'on ferait peut-être pas seul. Et puis parce qu'aujourd'hui, rares sont ceux qui passent la journée en pleine nature ou des fois, moi, je vois des personnes dans les managers qui ne voient plus la nature, qui passent du bureau, de la voiture au bureau, à l'ordi. Le soir, ils font, leur sport en salle et ils reviennent et ils refont la même chose le lendemain. Ils ne voient plus la nature. Ils sont plus en connexion du tout avec ça. Donc quand tu es hors sol, bah, faire des choix, de réorientation, connaître ses limites, écouter son corps, c'est très compliqué. Donc vivre avec le milieu naturel, c'est être en alliance, être en connexion avec son corps, avec ses Avec les 5 sens, comme tu disais, parce qu'on est dans une société qui est sur un mode très cognitif, donc très mental, de l'ordre de la connaissance. Et en fait, toute l'enveloppe corporelle, elle n'est absolument pas sollicitée dans son ensemble. Donc, c'est comme si on vit dans une enveloppe qui est morte, quoi. Enfin, il y a... exactement. Tu te reconnectes à la vie, tu te reconnectes à la vie à travers les sens, à travers ton intuition. Et moi, ce que je stimule énormément, c'est aussi le mode d'apprentissage qu'ont tous ces peuples autochtones-là, c'est le mode d'apprentissage par l'expérience. C'est l'expérience. Donc, et l'expérience, l'apprentissage par l'expérience, il n'y a que ça qui est durable. L'apprentissage cognitif, il n'est pas durable. Il va durer un certain temps, voilà, tout le temps que tout fonctionne, mais l'apprentissage par les sens et l'expérience, c'est ancré en soi. Il y a la mémoire, tu vois, on a la mémoire émotionnelle, la mémoire de tout ça. Donc, moi, j'utilise vraiment, c'est ça, la stimulation avec le milieu naturel des sens, des forces, des talents, l'apprentissage par l'expérience, le vivre ensemble, le vivre déjà avec. Et puis après, j'accompagne à mettre en conscience des processus inconscients qu'on a mis en place à travers les ateliers, à travers tout ça, pour faire le transfert dans les pratiques professionnelles. Hmm. Bon, j'ai plein de questions qui surgissent, mais c'est surtout aussi que ce que je voulais souligner dans ton expérience que j'aime beaucoup, c'est que en fait,
tu fais le pont en fait tout le temps entre les philosophies, je dirais pas la philosophie, mais le mode de pensée occidental et le mode de pensée autochtone, la nature, la ville, et en fait le fait que tu aies suivi une thérapie avec un psychologue, pour moi ça révèle aussi le fait que c'est très important en fait de passer par la case thérapie, psychologue, parce que ça fait partie de nos codes, nous, en tant qu'occidentaux aussi. Tu sais, on a tendance, tu vois, la mode en ce moment, c'est le développement personnel, il faut faire plein de trucs et faire l'expérience de plein d'outils spirituels en allant à l'autre bout du monde, alors qu'on a des outils et des philosophies qui nous sont propres, dans lesquelles on peut déjà puiser et qui peuvent réellement donner provoquer une transformation. Et là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, je crois que le développement personnel tel il nous l'est vendu aujourd'hui, qui est teinté de spiritualité autochtone, eh bien, nous empêche de faire le vrai travail intérieur. Et ce travail intérieur passe peut-être par une remise en question de soi, avec un psychologue, oui, en marchant tout simplement dans la nature et pas forcément en faisant le rituel de la pierre précieuse, je ne sais pas quoi, qui va nous apporter. Tu vois, tu vois où je veux en venir ou pas? Oui, alors je mets un peu un bémol, je me permets de mettre un bémol à ce que tu dis, enfin c'est mon avis ça, mais pour moi tout est bon. Il y en a qui n'ont pas envie de faire un travail psychologique parce qu'ils se disent tout de suite que ça va durer des années, ils n'ont pas envie de remuer le passé, ils n'ont pas envie, voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont préféré une thérapie brève, puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir un déclencheur en allant à la rencontre d'un autre peuple et puis de se rendre compte que, waouh, attends, bah ouais, c'est comme ça en fait qu'il faut regarder la vie, c'est pas comme ce que je regarde aujourd'hui. Donc, si tu veux, pour moi, tout est OK à prendre. Et, et là où je te rejoins, c'est ce qui est très important, c'est d'apprendre à se connaître vraiment. Et ça passe par de l'expérience, ça passe par se reconnecter à l'essentiel à travers le milieu naturel. J'en suis convaincue de ça, vraiment. En tout cas, ça joue, c'est un outil. Il n'y a pas que le milieu naturel, évidemment, hein, chacun a son expression, ou son terrain de prédilection. Mais n'empêche que restimuler ses sens à travers des expériences, puis être accompagné vraiment par des professionnels. Être accompagné, en Ouais, fait, c'est ça. je trouve que c'est primordial, en Oui, oui. fait. C'est cet accompagnement-là que je trouve que beaucoup de personnes ont honte ou peut-être se sentent coupables de s'offrir ou de se permettre, en fait. C'est ça qui me choque beaucoup. Mm. Et en fait, quand on va chercher des ressources ailleurs, c'est génial. Moi-même, j'ai vécu 3 ans au Népal, j'ai rencontré les autochtones mayas au Mexique. Enfin, tu vois, je me reconnais beaucoup dans ton chemin. Mais à un moment donné, c'est que si tu te confrontes pas à toi, à tes névroses, à un moment donné, il faut déconstruire tout ça parce que tu auras beau te ressourcer avec les Aymaras de Bolivie, tu vas apprendre des outils là, mais peut-être que ces outils-là auraient beaucoup plus d'impact si tu es à même de regarder en toi où se trouvent tes faiblesses, où se trouvent tes névroses et ces névroses-là qui viennent nourrir ton rapport au travail qui va être toxique. Tu vois ce que je Tout veux à fait, dire? ouais. Et c'est pour ça que pour moi, mais ce développement personnel qui est saupoudré de spiritualité autochtone, de récupération des traditions autochtones, pour moi, sont dangereuses en fait. Et il faut faire très attention parce que tu peux te perdre en fait dans ce chemin-là. Mais en effet, tout est bon, comme tu dis. Tu peux passer par... Il n'y a pas de chemin tout droit tracé. Faire thérapie, après faire 2, faire un voyage, et puis 3, construire son entreprise. On passe par plein de chemins. Ouais, ouais, tout à fait. Ce qui est important pour moi, c'est la connaissance de soi, en fait. Vraiment. Donc, soit on y arrive seul et c'est pas évident, mais pourquoi pas. Soit on est accompagné et c'est facilitant, mais voilà, ne pas aller chercher des recettes toutes faites où il n'y aurait pas besoin ou de regarder à l'intérieur de soi, parce que
ça, il manquerait certainement une étape pour que ce soit, profond, durable, et cetera, quoi. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, qui est très passionnant, ma foi. Il y a un petit extrait que je voulais lire pour conclure, mais aussi pour te demander de développer un peu plus. Tu écris dans ton livre que, avec les années, tu as intégré le message de tes amis indigènes qui est le suivant: il faut s'arrêter pour sentir, sentir avant de penser, croire avant de voir, percevoir l'homme et la nature comme un tout, où chaque chose a un sens. Comment tu appliques cet enseignement dans ton rapport au travail, justement? Merci de me rappeler ce que j'avais écrit, je ne me rappelais plus, dis donc. Ah, en fait. Puis c'est beau en plus. Ah, j'étais inspirée ce jour-là. Eh bien, moi, je prends, dans mon rapport au travail, bah, je je travaille je fais comme à chaque fois, je les ai toujours dans ces peuples-là, mes amis autochtones, là, je les ai toujours effectivement, dans mon rapport au travail. Déjà, eux, en général, ils donnent jamais 100 de tout ce qu'ils peuvent donner à une tâche parce que, enfin, c'est mon observation qui me fait dire ça, mais dans leur manière de m'expliquer, c'est ce que j'en retiens. Parce que sinon, tu peux plus être en adaptation. Tu es en réaction quand tu es dans la zone rouge, déjà, tu peux plus adapter, tu survis, quoi. Donc déjà, c'est faussé ta manière de t'adapter, c'est pas juste avec toi-même. Donc, il faut toujours laisser un gap entre ce que je donne à ce que je fais. 80% de mon énergie, 80% de mes compétences, etc., plutôt que 100% tout le temps, parce que là, il n'y a plus de gap d'évolution. Donc ça, je suis toujours un peu là-dedans, de toujours avoir quelque chose sous le pied pour pouvoir réagir et m'adapter pleinement. Après, bah, je veille et là, j'écoute mes sens, est-ce que ça vibre en moi, etc., à être le maximum dans le plaisir. Si c'est pas, si quelque chose dure ou je suis pas dans le plaisir et que ça a un sens, c'est toujours d'y donner du sens. Si le jour où j'y donne plus de sens, bah, j'arrête. Ou c'est pas si simple que ça, et ben, en tout cas, je me dis que c'est pas le bon chemin, donc je fais un stop. Quand je fais des stops comme ça pour, prendre du recul, c'est en allant dans la nature marcher. C'est des fois sur des moments beaucoup plus longs où je vais faire, un trek de 15 jours ou alors je vais me mettre dans un gîte où je vais me sentir bien avec un feu de cheminée, au bord de la mer, dans la montagne. Je vais profiter de l'environnement, du silence, d'introspection et pour me ressourcer, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien? Ou alors je vais prendre aussi, dans ces haltes-là, ces temps de pause, je vais prendre un papier, puis je vais faire un schéma en disant: «Bon, OK, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? C'est quoi mes rêves que j'ai pas encore réalisés?» Et je les écris pour me reconnecter à des connexions positives, en fait. Et puis voilà, et quand je sens que ça me tire, physiquement et sur le moral et enfin, et dans mon corps et au mental, c'est que c'est pas le chemin qui est bon pour moi, et dans ces cas-là, je change de chemin. En fait, moi, je suis une exploratrice de chemin aussi. Je vais là-dedans, j'essaye. OK, c'est soit ça me plaît et je sais que c'est un peu dur parce que je suis pas dans ma zone de confort, donc j'accepte parce que le temps que je redonne du sens pleinement, que je réapprenne de nouvelles choses, et cetera, je sais que c'est un confort et en même temps, ça a complètement du sens. Pour moi, ce qui est important, c'est toujours veiller à ce sens. Est-ce que ça a du sens pour moi de le faire? Et je vais te donner un exemple très concret. Quand j'ai repris des études d'anthropologie à 50 ans, c'est pas évident en même temps que ce que je fais, en même temps que toutes mes missions professionnelles. J'étais 2 fois plus âgée, que les étudiants. On me prenait pour la prof alors qu'eux, ils avaient 4 ans d'anthropologie et moi pas. Moi, j'avais que mon expérience terrain. Donc, physiquement dur de tenir le rythme et en même temps, donc à me demander sans arrêt: «Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que, c'est vraiment nécessaire que je reprenne des études en anthropologie?» Parce que j'en bave quand même, quoi, à gérer tout, le boulot plus ça. Il y a un peu, c'était ma vie aussi perso, de côté, de couple, enfin tout.
Et tout le temps, quand c'est comme ça, je fais des pauses. Puis je me dis, OK, pourquoi tu le fais? Ça t'amène quoi de le faire? C'est quoi tes doutes qui sont derrière? Heu Qu'est-ce qui fait que tu as des résistances encore? Voilà, et essayer de ramener à chaque fois du sens derrière et de me dire à quoi ça va me servir sur du long terme de le faire. Et toujours se garder ce sens. Puis quand je sens que, bah, je suis vide, d'énergie derrière mon ordinateur, bah, déjà que je sais peut-être que je suis allée un petit peu trop loin. Donc je vais faire une pause, je vais marcher un peu dehors, je prends une tisane, je vais appeler quelqu'un que j'aime bien, c'est souvent que je me mets en mouvement par contre, de façon très concrète, je vais souvent marcher, quoi. Même si c'est marcher un quart d'heure, mais je marche. Je me remets dans mes pieds, quoi. C'est garder vraiment, les pieds connectés au sol parce que la tête quand si elle travaille trop et qu'on n'est plus connecté, on perd le sens, quoi. Donc tu vois, c'est des pauses comme ça et puis c'est aussi avoir choisi une vie professionnelle où je fais ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, au rythme que je veux et qui me laisse de la liberté, d'être qui je veux et puis d'agir quoi, comme j'en ai envie. Merci beaucoup, Karine. En plus, tu nous as fait un petit coaching à la fin, là, c'est parfait. J'étais peut-être un peu longue, mais en tout cas, Ah non, c'est très bien. Tu vois, ça a duré 1 heure. Merci beaucoup, bah, Karine. super, merci à toi Susanna, merci. Voyage initiatique à la rencontre des peuples premiers, tel est le titre du livre de Karine Massoni, édité chez Jacques-Marie Lafon. Vous pourrez le retrouver en librairie ou le commander en ligne d'ici la fin novembre. Retrouvez les coulisses de ce podcast sur mon compte Instagram Susanna Darcambel. N'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous ou même à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et c'est la meilleure des récompenses pour ce travail que je fournis. Je vous remercie, je vous fais des bisous et puis à très bientôt.